je suis Jean-Philippe Mangeot, directeur du projet Urban Loop, et on a eu une idée en 2017 à Nancy, c'est de fractionner le transport en petites unités. C'est un petit peu comme sur Internet, quand vous envoyez un gros fichier, plus vous allez le découper en petits fichiers, et bien en petites trames IP, plus le débit va être fluide. Et il en est de même dans un sablier, plus le grain est fin, en fait, plus le débit va être rapide. Donc, on a demandé à 100 étudiants de réfléchir à un nouveau moyen de transport qui utilise un petit peu ce principe. Et on s'est dit, on s'est donné comme grand challenge d'essayer de concurrencer efficacement l'usage de la voiture en ville. Donc, est-ce que vous voyez mes slides de votre côté? Parce que pas pour l'instant. Je vois ma tête dans l'écran, mais je ne suis pas sûr que vous voyez mes slides. Non. On va trouver un moyen. Donc, je vais partager ma presse, on me dit par téléphone, donc je vais tenter l'animateur désactivé, je vais tenter ma chance. Alors, il faut donner l'autorisation. Pour l'instant, qu'on me donne l'autorisation, je continue un petit peu à vous expliquer le principe. Donc, le but, c'est de concurrencer efficacement l'usage de la voiture. Et aujourd'hui, une personne qui choisit son moyen de transport, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, elle a 5 critères. 1, est-ce qu'elle va prendre son vélo, sa voiture, le bus, le train, le tramway, etc., l'avion? C'est le temps de trajet, le critère numéro 1. Le critère numéro 2, ça va être le coût. Sinon, tout le monde prendrait le taxi. Le taxi, c'est top. Ensuite, ça va être la fiabilité, le confort et l'écologie. Alors, j'essaie toujours de mettre mes transparents, mais je n'ai pas les droits. Est-ce qu'on peut mettre les droits? Alors, je continue de parler. Donc, on s'est dit, voilà, si on veut faire quelque chose qui concurrence efficacement l'usage de la voiture, il faut aller plus vite. Et si vous allez plus vite que la voiture, notamment en ville, il n'y a pas 36 solutions, il ne faut pas rouler plus vite, ça ne sert à rien. Mais il faut ne pas s'arrêter, tuer les temps d'attente, parce que c'est ça aujourd'hui qui pèse dans le transport en commun. Voilà, je vois les slides qui arrivent, donc on peut passer au suivant, merci. Le suivant, voilà, top, voilà, j'en étais là, vous voyez. Et donc, ce qui est important, c'est de tuer les temps d'attente, les temps de correspondance et les arrêts intermédiaires. Donc, vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Si vous voulez tuer les temps d'attente, la première chose à faire, c'est de faire des véhicules avec une place. Ça paraît un petit peu fou d'avoir des véhicules avec une place. Alors, pour des raisons pratiques, si on passe on peut passer au transparent suivant, on va voir les petites capsules. Donc, ce sont des capsules de une place. Pour simplement, je pars, j'arrive en station, j'appuie sur un bouton comme sur un ascenseur, je saisis ma destination et je dois aller directement à ma destination, sans arrêt, sans attente, sans correspondance, parce que si je ne fais pas ça, le mec en voiture, il va plus vite que moi. Donc, on s'est lancé comme objectif de faire ça. Donc, 1, pas de temps d'attente. 2, donc, si pour des raisons pratiques, si je fais des capsules de une place, ça ne va pas forcément marcher parce qu'il faut pour être accessible à tous, amener une personne à mobilité réduite et son accompagnateur. Il faut surtout pouvoir aller avec son vélo pour favoriser les mobilités douces, et puis aussi qu'un père de famille ou une mère de famille puisse aller avec 1 ou 2 enfants. Donc, en fait, c'est une place à l'arrière, plus à l'avant, 2 strapontins ou de la place pour mettre un vélo. Donc, on a vu ensuite que maintenant, si je veux ne pas m'arrêter sur mon circuit, vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, il faut des stations qui soient en dérivation du flux principal, comme sur l'autoroute. Je vais à ma destination sans m'arrêter, et c'est que ceux qui sortent qui pourront s'arrêter. Donc ça, c'est le deuxième grand principe, les stations en dérivation du flux principal. Et enfin, le troisième grand principe, qui est d'éviter les correspondances, il faut que la capsule puisse aller directement à sa destination, c'est-à-dire passer d'un réseau à un autre pour aller directement à sa destination. Donc ça paraît complètement fou, on est d'accord, ça paraît irréalisable, on est d'accord, mais dans une école d'ingénieurs ou dans des écoles d'ingénieurs, puisque à Nancy, nous avons, comme au Mans d'ailleurs, un très grand pôle universitaire, et on a pu travailler là-dessus. Donc on est parti sur une flotte de petits véhicules, et on va passer, donc on va à 60 km/h en vitesse maximum, dans 75 vitesses de pointe, 60 vitesses commerciales, sans arrêt, sans attente, sans correspondance, ça fait à peu près 1 km minimum. Allez, on va passer au transparent suivant. Le point important, si on réfléchit un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un nouveau moyen de transport sans qu'il soit ultra compatible avec les mobilités douces, vélo, pied, trottinette. Donc, on a vraiment dessiné l'objet pour qu'il soit autour de la personne à mobilité réduite. Donc, en largeur, on est très radin parce qu'il va falloir qu'on consomme le moins de foncier, parce qu'on sait que la problématique dans l'urbain, c'est l'insertion urbaine.
Et donc, nous, on va avoir l'avantage d'être léger, hein, plutôt que d'avoir un transport de 40 tonnes qui passe toutes les 10 minutes, on va pouvoir avoir un transport de 400 kilos qui passe toutes les 10 secondes. Donc, on va alléger la voie et on va pouvoir monter sur, j'exagère, on va pouvoir monter sur les toits, descendre dans les caves. En tout cas, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des tranchées pour être un petit peu en souterrain, être posé au sol. Et on va avoir un coût d'infrastructure qui va coûter un petit peu. Donc, il faut faire en largeur le plus compact possible. En hauteur, dans tous les cas, il faudra être assis confortablement et la personne à mobilité réduite devra aller tranquillement dans le véhicule. Donc, on va le faire comme ça, à 1,60 m de haut. Et en longueur, par contre, à partir du moment où on a une tranchée, à partir du moment où on a un tube, on a de la place. Donc, on va compenser un petit peu la promiscuité relative par de la longueur. Donc, si on passe au transparent suivant, ça devrait être, allez-y, voilà, une petite vidéo qui montre un petit peu à quoi ressemble cette capsule telle que nous l'avions imaginée en 2019. Donc, une place à l'arrière et à l'avant, soit on met un siège, soit on met de la place pour une personne à mobilité réduite. Voilà. Alors maintenant, en insertion urbaine, comment ça se passe? Allez, on peut passer au transparent suivant. Voilà. Donc, vous êtes là à Nancy et vous avez une station. Donc, c'est un mini-métro. Donc, on sort du sol. On est juste sous l'enrobé. Alors, ça paraît fou, mais on l'a fait en vrai. Vous allez voir tout à l'heure. Vous appuyez sur le bouton, donc soit sur une appli smartphone, soit sur un bouton type ascenseur. Les portes s'ouvrent, les portes palières plus les portes du véhicule. Vous vous asseyez, vous avez 7 secondes d'attente, voilà, comme dans vous attendez la petite sonnette, un petit peu comme dans le métro. Les portes se ferment et vous allez subir une accélération de 1,35 mètres par seconde carrée pour les connaisseurs. En gros, c'est les accélérations admissibles dans un métro automatique, donc ce qui veut dire que vous pourrez voyager sans ceinture, en landau, en poussette, tranquillement. Alors, ce qui est dur à faire, en fait, si on réfléchit un peu, c'est pas de faire partir un véhicule. C'est de faire arriver un véhicule comme le montre l'image. Vous voyez, il y a un véhicule qui arrive, et celui-là, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient de là? Est-ce qu'on l'a piqué à la station d'avant? Alors, du coup, si on l'a piqué à la station d'avant, elle a un trou. Donc, il faut qu'elle-même se le rembourse en commandant une autre capsule à la station d'avant. Et en fait, ça fait un jeu de chaises musicales. Donc, on a commencé par résoudre ce problème-là informatique. Comment gérer le flux avec des petits véhicules? Comment gérer les capsules vides? Alors, je n'aurai pas le temps de vous le montrer là, mais je serai ravi de répondre à vos questions ensuite, soit par le chat ou soit si vous m'adressez un mail, vous aurez les coordonnées à la fin. Mais c'est vraiment ça qui est difficile à faire et qu'on a réussi à démontrer en simulation. Vous avez une carte et vous pouvez suivre tous les petits points. Et en gros, vous avez la moitié des véhicules qui se promènent à vide en heure de pointe, parce qu'en heure de pointe, tout le monde va du même endroit à la même destination en même temps. C'est ça le problème. Et donc, il faut que les véhicules tournent vite et fassent beaucoup de rotation. C'est ça l'intérêt. Alors, si on fait un petit bilan, vous savez qu'une métropole, lorsqu'une collectivité, lorsqu'elle choisit son moyen de transport, il y a 5 guides de choix, 5 critères: la mobilité, l'accessibilité, l'environnemental, l'économique et le social. Donc, mobilité, nous, on dit, nous, on est dans un temps de trajet extrêmement réduit, puisqu'on va directement à sa destination, c'est fluide, c'est sécurisé, on est plus ou moins un scooter électrique, sauf qu'au lieu d'avoir 2 roues, on a 4 roues, on a un siège, on a une protection, on a même puisqu'on n'est pas sur la voie, on est protégé par rapport aux gens qui déambulent. On n'est pas comme le tram, mais on est comme le métro. Tout est fermé, nous, autour de la voie, ce qui a des avantages, ce qui nous permet d'aller vite. Ce qui a des inconvénients, c'est-à-dire que si on se met au milieu d'une rue dans une ville, en fait, on coupe la ville en deux. Ça, c'est un problème. Donc, on est obligé de trouver des insertions qui soient un peu malines, notamment le long des voies ferrées, sur un chemin de halage, le long d'une autoroute, ou sinon de se mettre en mode semi-enterré ou aérien lorsqu'il n'y a pas de problème d'acceptabilité sociétale, comme ça peut être le cas dans un hôpital. Donc, l'accessibilité, c'est 24 heures sur 24, c'est hyper simple, pas seulement pour les PMR, mais pour les aveugles ou pour les sourds. Ils appuient sur le bouton, ils arrivent à destination. Environnemental, alors, pour les ingénieurs, s'il y en a dans la salle, on est électrique, évidemment. On a le record du monde de la consommation énergétique au kilomètre, réalisé le 28 mai dernier, en présence du ministre des Transports et de la presse mondiale. On avait les Japonais, les Birmaniens, on avait tout le monde. Et on a fait 0,47 centimes d'euros de consommation énergétique pour 1 kilomètre. 0,05 kWh. Donc, c'est avec 1 euro, en fait, on fait 100 trajets d'1 kilomètre aller-retour. On fait 200 km avec 1 euro. Et on n'a pas de batterie dans les véhicules, on n'a pas de fil, pourtant ce sont des véhicules électriques, donc on alimente par le rail en très basse tension de sécurité. Comme on consomme peu, on baisse la tension, on augmente le courant, puisqu'on quand on a plein de petits véhicules, ça pose pas de problème, comparé à un gros tram qui, lui, a forcément besoin d'avoir une forte tension. Sinon, il lui faudrait des câbles comme ça pour passer la puissance de 1000 chevaux nécessaire.
D'un point de vue économique, l'intérêt, c'est que si vous faites des simulations, on peut montrer que c'est comme Internet, plus on va connecter de gens sur ce réseau, plus ça va être efficace. C'est comme les processeurs, hein, plus ils sont petits, plus ça va vite. On pourrait penser le contraire, mais c'est un petit peu contre-intuitif. D'un point de vue social, ben voilà, c'est la sécurité des voyageurs, c'est acceptable car ça ne modifie pas le paysage urbain, notamment quand on est semi-enterré. Voilà, on va passer au transparent suivant, parce que comme on a perdu un petit peu de temps à cause de la technique, je vais tracer un petit peu. Au niveau des innovations, alors nous, on fait quoi dans notre entreprise, hein, on est une dizaine aujourd'hui, on a déjà fait 2 levées de fonds, on est en train de, voilà, on a embauché 4 mois-ci. Nous, on programme en fait des processeurs de sécurité pour être positionnés en permanence en sécurité sur le réseau. Parce que nous, notre problématique, c'est que toutes les capsules soient au bon endroit, au bon moment, sans jamais qu'elles se rentrent dedans. Donc, il faut être capable de les piloter en sécurité, et ceux qui font un peu de sécurité dans le transport, ils savent que c'est un monde parallèle. De faire marcher un truc, c'est bien, mais le faire marcher en sécurité, il y a un facteur, je ne sais pas moi, 15, 20 en termes de coûts d'investissement, de démonstration, de documents, etc. Donc, nous, on est là-dedans. Voilà, on fait un petit composant, on écrit ça de documentation, mais on le fait vraiment, et si on regarde la vidéo suivante, vous allez voir ce que ça donne, nos petits processeurs. Vous voyez, donc là, vous pourrez chercher dans le monde entier qui arrive à 50 km/h à mettre 100 millisecondes entre chaque véhicule. Donc, vous voyez, vous avez le premier, le deuxième, le troisième, et si vous regardez le temps entre l'arrière du premier véhicule et le temps entre l'arrière du deuxième, regardez, à clac-clac, il y a entre 200 et 300 millisecondes, et on arrive à aller à 50 km/h à cette vitesse, avec les stations qui sont en dérivation du flux principal. Regarde, donc là, vous voyez, on arrive à le faire à 4. Et là, vous voyez que la capsule qui est derrière, vous croyez qu'elle va foncer dans celle de devant, mais non, celle de devant, elle est sortie. C'est une station, elle va tout droit, et c'est la première des 3 capsules en station qui va maintenant s'insérer sur le réseau, et ça fait de manière complètement automatique, grâce en fait à des composants qu'on appelle des FPGA, qui permettent de calculer extrêmement rapidement. On combine avec des processeurs et on vérifie que les deux trouvent le même résultat, ce qui donne le principe de démonstration de la sécurité. En termes de certification, donc le gros enjeu, c'est de réussir à faire certifier ça. Donc nous, toutes nos levées de fonds, tout le pognon qu'on a eu, on l'a mis là-dedans. On a embauché des spécialistes de sécurité, le directeur de Bureau Veritas en ferroviaire. On a embauché un gars de la SNCF qui est très connu en sécurité, un spécialiste de la norme, un mec de Alstom. Et on a mis tout le pognon pour faire le dossier avec nous. Donc c'est le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Dans le transport sur rail, comme ça, il y a 2 trucs. Il y a ceux pour les trains, le PSF, et puis le STRMTG, qui est un petit peu plus pour faire les télésièges, les télécabines, les tramways, les métros, certains métros automatiques, et les trains secondaires, les trains de touristique. Donc, il faut 3 niveaux. Le niveau pour avoir définition générale de la sécurité. Le deuxième, c'est la définition c'est pour avoir le droit de faire des travaux. Et le troisième, c'est pour avoir le droit de transporter le public. Donc, nous, on a déjà fait valider le premier et on a rendu le deuxième. Il est en cours d'instruction. On a des points ouverts. On est en train de discuter dessus. Il faut passer au suivant. Donc, ne nous méprenons pas. On n'est pas là pour concurrencer le métro au cœur de Paris. C'est très bien le métro, c'est imbattable. En termes de débit, hein, sur cette courbe, vous avez en abscisse la capacité des voyageurs. Un métro, ça peut faire 21 000 jusqu'à 25 000. Bon, c'est des chiffres par heure et par sens. Nous, on va être vraiment grand max sur une boucle à 3 000. Donc, vraiment grand max. Hein, on va plutôt viser du 500, du 1000 personnes par heure et par sens. Mais par contre, plus on va rajouter de boucles, ça va être comme Internet, plus ça va être fonctionnel. Par contre, on a une vitesse qui nous permet de concurrencer l'usage de la voiture en ville. Donc, nous, on a un site propre, on a un investissement sur le site à faire. Par contre, ça va durer 30 ans, ça va 40 ans, et ça peut très bien marcher. Et ça va marcher très longtemps. Et aujourd'hui, on consomme peu, on a très peu de mouvements, peu de pièces d'usure. Donc, c'est quelque chose qui va être durable. Donc, on peut passer au transparent suivant pour répondre à la question où est-ce qu'on met ça? Alors, où est-ce qu'on met ça? Partout, mais maintenant, dans la réalité, c'est un projet qui est fou, c'est un projet qui nécessite certains investissements. Donc la première question qu'on se pose, est-ce qu'on va réussir à en faire un déjà? Donc oui, on va réussir à en faire un sur un site très simple. On a été sélectionné par le ministère des Transports, grâce à l'agence d'innovation. On est sélectionné pour être présent aux Jeux Olympiques. Et en gros, les quatre segments de marché, ça va être tout ce qui va être des sites de 200 hectares, 300 hectares, type hôpitaux, aéroports, parkings déportés, sites touristiques. On va faire un petit train, quoi, en gros, où les gens vont aller d'un point à un autre directement, les capsules vont tourner. Ça va être facile. Ça nécessite assez peu d'infrastructures, puisque notre rail, vous l'avez vu comme dans la vidéo, c'est un rail extrêmement simple. Et nous, toute l'astuce est dans le processeur. Le deuxième, la desserte fine des territoires, c'est toutes ces voies ferrées qui sont aujourd'hui abandonnées, parce que mettre un gros train, ça coûte très cher.
et donc rénover la voie pour mettre un train qui pèse 50 tonnes par rame, ça ne marchera pas. Nous, on vient, on met notre petite voie dessus, on met un coup de tronçonneuse sur les arbres, et hop, et on a un système qui va consommer peu, qui va être complètement automatique, et qui va permettre de réutiliser ces anciennes lignes de voies de chemin de fer. Alors, on va commencer par celles qui sont les plus rentables, celles qui coûtent le moins cher d'investissement et celles qui aura plus de fréquentation. Mais après, derrière, on pourra imaginer un déploiement beaucoup plus élevé. Et ensuite, ça va être comme le cas à Nancy aujourd'hui. Je vais vous montrer une commande qu'on a eue. Il y a une ancienne voie ferrée qui passe dans Nancy, avec seulement 3 passages à niveau. Donc, nous, on passe sous le passage à niveau et on va pouvoir connecter l'autoroute, en fait, qui arrive, la bretelle nord de l'autoroute, au centre-ville, avec un coût que personne ne pourra atteindre, tout en permettant à faire de la piste cyclable et à faire des pistes piétonnes, ce qu'on appelle le corridor écologique. Puis le dernier, ça va être des sites particuliers, je ne vais pas détailler ici. Est-ce qu'on peut passer le transparent, justement? On va les passer rapidement, là. Voilà, donc sur Nancy, allez, on le zappe parce que vous ne connaissez pas Nancy forcément, mais on passe au transparent suivant. Vous allez voir les images, vous allez comprendre. Vous voyez, il y a une ancienne voie ferrée, comme ça, qui traverse en fait toute la ville et la métropole, et propriétaire de 12 mètres de large. On peut passer au transparent suivant. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est on a trois routes, donc on a des petits blocs de béton qui font 2 mètres de haut, 3 mètres de large, dans lesquels on fait l'aller-retour, parce que nous, notre capsule, elle fait qu'1 mètre 01 de large. Il faut 70 cm de voie de sécurité en cas de problème, plus 70, donc et nous, on va passer en fait sous la route, et on va tracer comme ça toute la voie, et on va permettre en fait la piste cyclable et les piétons, ce qu'on appelle le corridor écologique, d'exister. On peut passer au transparent suivant. Donc voilà, ça va donner un petit peu, ça c'est une image faite par les architectes, puisque ça y est, nous sommes dans le plan métropolitain des mobilités de la nouvelle métropole, là, de la nouvelle suite aux élections, qui change un petit peu le système. On va passer à la suite. Pour conclure, donc on travaille également avec le centre hospitalier de Nancy-Brabois, puisqu'ils vont relier 2 hôpitaux en un. Et si vous faites le calcul des parkings, ça ne matche pas. Il n'y a pas cette place. Donc il faut mettre un parking déporté, il faut débiter des gens dans un environnement hyper contraint, et donc il faut être petit et optimiser la ligne. Donc on peut mettre des navettes autonomes, on peut mettre ce que vous voulez, ça ne marche pas, il n'y a pas la place, il n'y a pas le débit. Donc nous, on travaille, bon, pour l'instant c'est un petit peu prospectif, puisqu'il y a du temps pour l'hôpital, mais voilà un exemple important. On peut passer à la suite. Ça, on zappe, c'est la quantification des marchés. Le business model, en gros, on est comme Pomagalski. Nous, on est ou Leitner, c'est des marchands de télésièges. Ils vendent des poteaux, des câbles et des cabines. On vend des rails, des capsules et le système d'intelligence qui va avec. Voilà, c'est un petit peu notre idée. Derrière, c'est bien sûr les exploitants qui vont faire le job. Ça peut être Keolis, ça peut être Transdev, ça peut être RPPDev, ça peut être n'importe qui. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Voilà, bon, ça c'est les gens avec qui on travaille pour votre information. Et je pense qu'on arrive à la conclusion de ce propos pour respecter le timing. Voilà, ça c'est du... Voilà, ça on n'est pas obligé de le mettre. Ici, on est passé, donc évidemment, ça c'est au niveau de la presse internationale. On a fait 8 millions de vues en Birmanie, on a fait les journaux télévisés en Iran, au Japon, en Ukraine, on peut passer à la suite. Ça c'était le jour du record du monde, voilà, on a fait TF1, France 2, parce que c'est quelque chose qui répond à un besoin, bien que ça soit complètement fou. En fait, quand ça marche pour de vrai, vous montez dedans, en fait, c'est simple, j'appuie sur le bouton, je vais direct à ma destination, je ne vais pas trop vite, 50, 60, on freine dans les virages, on se penche. C'est un ascenseur horizontal et on est assez content d'avoir réussi à l'arracher, cette idée de la réalité. C'était pas si simple. Et maintenant, voilà, on va aux Jeux Olympiques et on va construire la première ligne à Nancy, donc Jeux Olympiques 2024 et Nancy 2025, et puis on verra ce que ça donne.